Le Covid-19 en pleine recrudescence au Burkina, 193 nouveaux cas confirmés, dont 189 à Bobo. Et cela à la date du 11 septembre. Une augmentation qui inquiète avec l'arrivée prochaine de la rentrée des classes. Qu'est-ce qui explique ce regain de terrain? Nous en parlons ce soir avec le docteur Brice Bikaba, directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Bonsoir docteur. Bonsoir. Peter Morer, invité également sur le plateau de ce 20h. Il est le président du Comité international de la Croix-Rouge. Sa mission au Burkina, suivre les traces des investissements réalisés et toucher du doigt les réalités que vivent le personnel sur le terrain. Nous évoquons avec lui également la collaboration d'avec le Burkina pour répondre aux besoins humanitaires. Le maïs, spéculation très prisée par les populations. Il se consomme sous plusieurs formes dans la gastronomie, mais en cette période propice à sa récolte, c'est le maïs frais et grillé qui tient la palme d'or. Le commerce en plein air est à la portée des différentes bourses. L'un des dossiers de cette édition est consacré à la céréale. Le royaume d'Obiré, désormais dans la quiétude, la paix est de retour entre coutumiers et communautés protestantes. Une réconciliation célébrée par la reconstruction des églises saccagées. C'est une nouvelle étape dans la volonté de vivre ensemble. Une de nos équipes a été témoin de cet engagement. Et ce sont les titres du 20h de ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Les cas de Covid-19 sont en nette augmentation depuis quelque temps, faut-il s'en inquiéter? À la date du 11 septembre, la situation se présente avec 193 nouveaux cas confirmés, dont 189 à Bobo, 516 cas actifs au total et 8 nouvelles guérisons. Pour en parler, nous recevons ce soir le directeur du CORIS, le docteur Brice Bikaba. Une fois de plus, bonsoir docteur Bikaba. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette forte recrudescence des cas de la maladie au Burkina? Merci de l'occasion que vous nous donnez de parler de cette remontée des cas de Covid au niveau de la ville de Bobo. Il faut dire que depuis 2 à 3 semaines, nous avons objectivé une augmentation des cas à transmission communautaire dans la ville de Bobo. Et à partir de nos analyses, nous avons pu savoir donc que ces cas venaient donc d'un foyer qui était bien identifié, et notamment le camp donc des élèves en formation donc militaire au niveau de l'ENAM, qui étaient donc en formation à Bobo du Lasso. Et en suivant ces cas, il y avait un certain nombre de positifs que nous avions, malgré les mesures donc d'isolement des cas positifs qu'on avait observés, ce qui nous a conduit donc à mener une opération de dépistage de l'ensemble des élèves qui étaient estimés au moins à autour de 800 personnes. Et c'est cette opération donc, qui a été faite qui nous a permis d'identifier parmi eux 189 personnes. Donc c'est un foyer effectivement, mais qui est un foyer bien isolé et bien connu au niveau donc de la ville de Bobo. Alors, et qu'est-ce que vous faites déjà pour freiner cette propagation au niveau du foyer? Les mesures qui ont été prises déjà, c'est de pouvoir donc, comme les élèves étaient en fin de formation, c'est de pouvoir libérer les cas qui sont négatifs. Les cas négatifs donc sont rentrés chez eux, mais avec bien sûr l'obligation d'un suivi médical donc à J8 et à J14 pour nous assurer donc qu'ils ne vont pas positiver. Deuxièmement, pour ceux qui sont positifs au niveau donc du camp, c'est les mesures donc pour leur prise en charge, en tout cas soit confinés dans un espace que nous aurons identifié, de telle sorte à ce qu'on s'assure que ces cas qui sont positifs là ne rentrent pas à la maison et ne soient pas effectivement un vecteur donc de la relance de l'épidémie. Donc des cas malheureusement ont échappé, sont sortis, et c'est l'occasion également de rappeler et de lancer un appel de revenir donc au niveau donc du camp, ou bien d'appeler le numéro vert, le 3535, pour qu'on leur donne donc la conduite à tenir. Est-ce que parmi ces cas identifiés, ces cas positifs-là, il y a des cas graves? Non, en fait, ce sont des cas symptomatiques ou asymptomatiques. Ce qui fait penser parfois que les gens ne sont pas malades. Alors que vous pouvez être symptomatique ou asymptomatique parce que vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, mais vous pouvez constituer une menace pour donc les personnes plus vulnérables, telles que les personnes âgées, les personnes diabétiques, les personnes hypertendues. Donc, il faut chercher donc à se protéger soi-même, mais surtout protéger également les personnes qui nous sont chères et qui ont des problèmes spécifiques de santé.
c'est eux qui sont plus vulnérables donc, par rapport donc, à la maladie. D'accord. Alors, c'est dans ce cas de figure que va bientôt intervenir la rentrée des classes. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les parents d'élèves ou même pour les enfants? Le constat que nous faisons, c'est que il est vrai il faut que nous apprenions à vivre donc, avec la COVID-19 de manière globale, mais il faut que nous apprenions à vivre, mais en adoptant toujours un certain nombre de comportements pour nous protéger nous-mêmes, mais également pour protéger donc, nos proches. Et cela passe donc par l'application, bien sûr, des mesures barrières. Qui sont en nette exactement, nous constatons effectivement qu'il y a un relâchement, ce qui explique également l'augmentation du nombre de cas que nous observons ces dernières semaines. À la fin du mois d'août, le taux de reproduction de base donc, de la maladie est passé au-dessus de 1, ce qui montre que le virus donc, se multiplie et donc il y a une circulation communautaire. Et c'est le lieu d'interpeller, en tout cas que le virus est toujours là, il circule toujours. Et 80% des personnes sont asymptomatiques, mais il y a un certain nombre de 20% au moins qui peuvent faire des signes et en faire des formes graves. Okay. Et nous devons travailler donc à travers l'application de ces mesures barrières-là à protéger ces personnes qui sont vulnérables et qui peuvent en mourir. Malheureusement, les 3 derniers cas de décès que nous avons observés au cours du dernier mois sont liés donc à ces personnes qui sont vulnérables, à des personnes qui avaient des comorbidités et donc qui en sont décédées malheureusement. D'accord. Alors, Dr Bikaba, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du Chorus et avec vous, nous avons attiré l'attention sur l'augmentation des cas de Covid-19. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire que eux font partie des plus sollicités sur le terrain. Il s'agit des personnels de la Croix-Rouge et de la santé. Depuis quelque temps, ils reçoivent la visite du président du comité international. Peter Maurer était ce 13 septembre dans les locaux du centre de santé et de promotion sociale du secteur 6 de Kaya, ce qui lui a permis de voir de près les conditions de travail du personnel soignant qui fait aussi face aux sollicitations des déplacés internes. Depuis Kaya, nous retrouvons Pascal Tapsoba et Jacques Ouetrago et juste après, nous serons avec Peter Maurer. Le président du comité international de la Croix-Rouge dans les locaux du centre de santé et de promotion sociale du secteur 6 de Kaya. Peter Maurer dit venir constater de visu les réalisations de son institution. Un partenariat qui a permis de renforcer les capacités d'accueil de ce centre de formation, selon l'infirmier chef de poste du CSPS. On a eu la réhabilitation de notre maternité. La salle d'accouchement a été réhabilitée, la salle de suite de couches a été réhabilitée. Les salles d'accueil ont été réhabilitées. On nous a augmenté la capacité d'accueil en lits. On n'avait que 6 lits, on nous a ajouté 20 lits. Donc tout ça, là, ça a permis de prendre beaucoup de personnes en charge. On a réhabilité les latrines, on est en train de construire une aire de lavage, une buanderie. Donc tout ça, là, ce sont des commodités qui permettent à la femme de respecter sa dignité et d'être à l'aise en matière de soins chez nous, ici au secteur 6. Le centre de santé et de promotion sociale du secteur 6 de Kaya accueille par jour 160 malades, 7 femmes enceintes et 15 enfants à vacciner. Cette forte fréquentation s'explique par la présence de nombreux déplacés internes dans la commune de Kaya. Tout en saluant le sacrifice consenti par le personnel soignant, Peter Maurer s'est dit également satisfait des réalisations du CICR. C'est impressionnant de voir comment les travailleurs de santé dans cette clinique ont réagi et le dévouement avec lequel ils portent les soins à la population ici dans la région. J'ai été très encouragé de voir ce qui a été fait en termes de qualité d'infrastructure, en qualité de service, mais il est clair aussi que vu les nombres auxquels on est confronté, on va encore considérablement devoir augmenter les capacités de réponse du centre. Après le centre de santé et de promotion sociale du secteur 6 de Kaya, le président du comité international de la Croix-Rouge et sa délégation ont visité d'autres réalisations financées par son institution. Il s'agit d'un forage d'une profondeur de 70 mètres au profit de la population du village de Bisnogo dans la commune de Boussouma. Alors Peter Maurer, bonsoir. Bonsoir. Là, vous rentrez de Kaya où vous avez pu voir les conditions de travail du personnel soignant, mais aussi la situation des déplacés internes. Qu'est-ce que vous retenez après cette sortie terrain? Après ces sorties terrain, peut-être 2 choses en priorité. D'abord,
la pression énorme qui se fait sur les services sociaux, vu les déplacés internes dans l'ensemble du Burkina. On est confronté aujourd'hui avec plus d'1 million de déplacés internes. Une ville comme Kaya a triplé ses habitants en une année. Et donc la pression sur tous les services sociaux, médicaux, scolarisation des enfants, eau, sanitation, tous ces services expérimentent une pression énorme. Deuxième chose qui m'a beaucoup frappé et que j'ai retenu positivement, c'est la réceptivité et l'hospitalité des communautés autochtones. C'est pas ce que je vois souvent quand je voyage le monde, cette solidarité par laquelle j'étais beaucoup impressionné. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez également nous faire comme point des interventions du CICR pour le compte du Burkina? Moi, je pense, vu la situation aujourd'hui et le fait que je voyage le Burkina, le Niger, que je mets en relief, n'est-ce pas, la situation dans le Sahel et dans le lac Tchad, c'est aussi qu'on voit combien les besoins sont en montant, combien la conflictualité aujourd'hui, les changements climatiques, la pauvreté structurelle, le Covid-19 en dessus de tout ça, combien les besoins humanitaires sont en croissance exponentielle. Et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on suive en tant qu'organisation humanitaire pour y répondre. On a augmenté nos budgets dans l'ensemble du Sahel jusque dans le contexte de ma visite de 15 millions de francs suisses. C'est considérable, n'est-ce pas? C'est une des plus grandes opérations. Et nous allons continuer certainement au niveau des soins de santé, des installations de santé, de l'eau, de sanitation, de l'hébergement, aussi de la crise alimentaire qui touche les populations, à essayer de suivre ce mouvement vers la hausse des besoins que nous constatons. D'accord. Le CICR va donc suivre la situation de près et répondre tant pour les besoins humanitaires, sanitaires et éducatifs. Nous espérons bien de pouvoir faire davantage dans l'avenir en suivant la situation. On est présent ici, on est présent dans le pays et on est dans une logique, bien sûr, d'augmentation de notre réponse. D'accord. Alors, Peter Meurer, merci d'être venu sur ce plateau. Peter ou Peter. D'accord. Et je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes le président du Comité international de la Croix-Rouge. Alors, les attentes des populations de la région du Nord vis-à-vis du PNDS restent assez fortes après 4 années de mise en œuvre et 15 milliards déjà engagés à la faveur de la caravane initiée par le mouvement Le Changement, c'est moi d'abord. Autorités gouvernementales et responsables ont sacrifié au devoir de redevabilité, occasion pour les forces vives d'exprimer leurs attentes. Issoufou, Kaboré et Moussaki reviennent sur la rencontre. Est un habitant de la ville de Waïguia. Pour lui, le PNDS devrait s'attaquer au problème des routes dans la région du Nord. Les routes de Titao, de Tougan sont impraticables. Vous savez, à cause du mauvais état des voies, nous ne pouvons même aller au-delà de 6 km pour chercher notre pain quotidien. Les attentes de Mme Sawadogo vis-à-vis du PNDS sont aussi fortes. Tout de même, elle reconnaît que des efforts sont faits, surtout sur le plan sanitaire. Si on prend en tout cas la prise en charge des femmes enceintes, on prend la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, même si ce n'est pas vraiment très satisfaisant, c'est appréciable en tout cas. Le bilan de 4 années de mise en œuvre du PNDS dans la région du Nord se dresse ici. 15 milliards de francs CFA sont déjà injectés dans les investissements structurels avec un taux de réalisation de 56,07%. Nous estimons que nous sommes entièrement dans notre rôle de redevabilité des actions du gouvernement. Parce que nous avons constaté que le Burkina Faso, depuis les indépendances, a eu plusieurs référentiels de développement. Mais après la mise en œuvre de ces stratégies, nous n'avons pas eu ce type d'exercice de redevabilité qui permettent aux acteurs de mise en œuvre de venir au devant des populations pour présenter ce qui a été fait. La redevabilité, c'est aussi des échanges. Chacun y apporte sa contribution. Le gouverneur du Nord fait donc appel aux directeurs régionaux et provinciaux pour éclairer l'assistance. On a mis en œuvre le PNDS.
c'est sûr qu'il y a des acquis, il y a des insuffisances. Ce qui veut dire qu'il faut surtout faire ce point et ensuite rebondir, réadapter notre approche et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'impact dans la mise en œuvre des activités, surtout pour les 5 ans à venir. De l'avis des responsables du mouvement Le Changement, c'est moi d'abord, la communication sur les réalisations du PNDS permet d'avoir des initiatives de développement acceptées par toutes les couches sociales du Burkina Faso. Les forces de sécurité intérieure de la région de l'Est sont à l'école d'une meilleure application des textes dans le domaine du transport routier. Il faut trouver des solutions pour mettre fin aux surcharges et autres pratiques de corruption qui peuvent constituer des failles dans la lutte contre l'insécurité. La fin de la formation est intervenue ce 11 septembre, comme nous l'expliquent Désiré Ilboudo et Aruna Maré. Contrôle routier et prévention de la corruption. C'est le thème abordé sous diverses facettes 3 jours durant au personnel du contrôle routier de l'Est. Une formation à laquelle prennent part des représentants des transporteurs routiers et des acteurs de la société civile. L'enjeu, faire du transport routier un secteur sûr et débarrassé des rackets et autres pratiques de corruption. Il n'est pas rare de voir sur nos routes des cars de passagers ou des camions de transport de marchandises chargés hors gabarit, lourdement chargés, dangereusement déformés et inclinés vers un côté, transportant des passagers en surnombre à l'intérieur du même toit sur le véhicule. Des cars ou des camions transportant aussi bien des personnes que des animaux dans des conditions inappropriées. La formation est initiée par la Coordination nationale de contrôle des forces de police, encore appelée la police des polices. Une manière pour la structure de mettre les acteurs au même niveau d'information. Dans la région de l'Est, vraiment, on a affaire à des difficultés sur le plan sécuritaire. Alors si le contrôle routier ne se fait pas normalement, si la préoccupation de ceux qui contrôlent doit être les rackets et les tracasseries routières, c'est pour dire que le contrôle sécuritaire ne sera pas fait et ça expose beaucoup de gens, dont eux-mêmes. Nous savons ce qu'ils doivent faire et ce que nous devons faire. Donc désormais, nous pensons que, puisqu'ils savent que nous savons et nous savons qu'ils savent, nous pourrons accorder nos violons. La police des polices mène des actions de contrôle sur les forces de sécurité intérieure comme la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale et l'Office national de sécurité routière pour éviter tout abus d'autorité. Dans le secteur minier et celui du bâtiment et des travaux publics, les compétences se renforcent en matière de ressources humaines. 500 professionnels désormais aptes à travailler, qualifiés en soudure industrielle, couture et conduite d'engins de poids lourds, tous issus du Centre d'excellence et de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo. Immortalisation de la sortie de la toute première promotion avec Adama Guiti et Amadou Marcel Ato. Nouvelles compétences au profit des secteurs des mines, du bâtiment et travaux publics et de l'agriculture. Issus de la première promotion du Centre d'excellence de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo, ces apprenants sont qualifiés pour la conduite d'engins poids lourds, la couture et la soudure industrielle, de même que la mécanique. Ici, vous allez voir qu'il y a une formation de qualité des conducteurs d'engins de dernière génération qu'on a équipés. Je suis très content. Je pense que les jours à venir, les années à venir, il y aura plus de promotions qui vont sortir. On va travailler à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes qui vont apprendre leur métier pour servir le pays. Ouvert en 2019, 8 domaines de formation sont déjà développés dans ce centre, avec au bout des résultats encourageants selon les autorités burkinabées, d'où le parrainage du président de l'Assemblée nationale pour davantage susciter l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je voudrais une fois de plus le féliciter parce que je crois qu'il a bien lu le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en exercice. Je ne parle pas du candidat, parce que dans son programme, il y a la formation professionnelle. Et c'est par la formation professionnelle que nous pouvons résorber un tant soit peu le chômage. Parce qu'aujourd'hui, convenez avec moi que l'enseignement général, je ne dis pas qu'on sort des chômeurs patentés, mais lorsque c'est une formation technique, à tout moment, avec un BEP, avec un bac technique, l'intéressé peut se prendre en charge. Et aujourd'hui,
Je suis content parce qu'il y a 500 Burkinabés qui ont des compétences qui vont aller naturellement à la recherche de l'emploi. Séance tenante, Bala Sakandé et des promoteurs d'entreprises présents à cette cérémonie ont pris l'engagement d'absorber une partie de ce personnel technique de la promotion Aruna Dia. Eux ont plutôt choisi de se familiariser aux techniques d'élevage et de fabrication du savon. Au nombre de 100, ils sont de la commune de Thiou dans le centre-ouest. 50 femmes et autant d'hommes ont pu bénéficier de cet accompagnement du FAPA une semaine durant. La fin de formation avec Arasman Ezundi et Isiaka Nana. La production du savon et l'élevage de volailles de race locale améliorée n'ont plus de secret pour ces hommes et femmes de la commune de Thiou. Des techniques de production apprises après 10 jours de formation, et cela grâce au FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Une session de renforcement de capacités au profit de 100 apprenants, tous membres de l'association Wendentren pour la promotion des produits d'élevage de Thiou. Sans formation, on souffrait. Avec la formation, on espère que nous allons poursuivre et sans difficulté. Nous attendons que vraiment cela puisse être mis en application et dans ce sens, et aussi que d'autres acteurs de la commune puissent bénéficier de leurs conseils pour que, de fil en aiguille, on puisse avoir beaucoup de personnes qui sont performantes dans le domaine de l'agriculture. Cette formation assortie de dotations en matériel devrait ainsi permettre à ces apprenants d'accroître leur production et leurs revenus tout en améliorant leur qualité de vie. Maintenant fini, laver les plats à l'eau ou avec de la potasse pour faire partir les graisses. Quand l'hygiène rentre dans un ménage, c'est la santé des enfants, c'est la santé de la famille. Et tout cela participe aussi à relever la qualité de vie et la longévité de vie des citoyens de notre pays. Nous avons donc vu avec les parrains et puis la marraine pour qu'on fasse en sorte qu'on puisse les aider aussi avec un peu de crédit. Un groupement de 20 femmes ou 20 jeunes, ne serait-ce qu'avec 1 million. Et nous sommes sûrs qu'ils peuvent donc faire des merveilles. Faire des merveilles pour ces apprenants, c'est l'ambition du FAFPA. Avec ces différentes formations, ces jeunes seront désormais fixés dans leur tiroir, ce qui les rendra plus résilients, foi du ministre en charge de l'entrepreneuriat. Un handicap loin d'être un frein à la maîtrise de la bureautique. Personnes handicapées visuelles, elles se donnent des chances pour une facilitation de leur intégration dans le monde professionnel. Leur choix s'est porté sur l'outil informatique et la connaissance des logiciels. La fin de formation est intervenue ce 11 septembre. Détail avec Issa Kafando et Isia Kanana. Question de formation en bureautique à l'intention des personnes vivant avec un handicap visuel. 3 jours durant, la trentaine de participants, issus majoritairement de la fonction publique, a pu se familiariser avec l'outil informatique. L'initiative est de la Société burkinabé d'adaptation aux techniques d'information et de la communication sobatique, une formation sanctionnée ici par cette remise d'attestation. On a eu à prendre contact avec Word, Excel et Outlook. On a eu à faire aussi des recherches sur Internet. C'est vrai qu'on était recrutés à la fonction publique, mais pour encore plus permettre à ces personnes-là de travailler comme les autres, il fallait cette session de formation. C'est une première. Madame la ministre a promis que ça va continuer. Permettre à ces handicapés visuels d'être au même niveau de formation avec les personnes valides, c'est tout l'enjeu de cette formation. Une formation qui se veut également un accompagnement du gouvernement à l'insertion professionnelle de ces personnes handicapées visuelles. On s'engage avec le formateur principal et on va avoir d'autres sessions de formation et bien entendu les équipements qu'il faut pour leur permettre donc de mettre en pratique cette formation reçue. Cette session de formation est la concrétisation d'une promesse tenue en 2019 par le ministre en charge du développement numérique à l'intention de ces personnes malvoyantes. Des champions régionaux de la vaccination dans les 13 régions que compte le Burkina. Pour le centre-est, c'est Mme Mamounata Velekda qui a été installée le 10 septembre dernier par la ministre de la Santé. Sa mission, œuvrer à passer le message de la vaccination. Son installation avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Agia Mamounata Velekda, installée officiellement dans ses fonctions de championne régionale de la vaccination du centre-est par la ministre de la Santé.
Une distinction honorifique en reconnaissance à son engagement pour l'amélioration de l'offre de santé au profit de l'enfant et de la mère. La championne régionale est donc appelée à user de son influence et de son image pour faire passer le message du président du Faso, champion mondial de la vaccination, et ce message qu'aucun enfant en âge de vacciner ne soit en reste. Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a bien voulu inviter ses frères, ses sœurs à l'accompagner. Le choix s'est porté sur Agia Mamounata Venegra parce que c'est une femme de grand cœur. C'est une femme dont l'histoire est très édifiante. Une charge que la championne régionale reçoit avec humilité et promet de faire de son mieux pour l'atteinte des objectifs. Je suis très honoré par ce choix. Je compte sur tout le monde, surtout vous les médias, pour faire passer les messages dans toute la région. La cérémonie a également été marquée par le lancement symbolique de la campagne de vaccination et la remise de 28 motos aux 7 districts sanitaires de la région, dont 4 offertes par la championne. Et nous voici au dossier de ce jour, la commercialisation du maïs frais. La céréale a vite inondé les marchés puisque très prisée par le consommateur. Il faut dire que sa culture dans les périphéries ou bas-fonds des villes est accessible à la majorité. Les femmes en font un gagne-pain quotidien, comme nous le montrent Césaire Carrefour et Mariama Tamboura. Aperçu, installés aux abords des voies, sous des parasols, des abris de fortune ou parfois même sans aucun dispositif de protection, ces femmes et ces jeunes filles proposent du maïs frais grillé aux passants. Ventiler, bien surveiller l'épi de maïs sur la braise, le retourner fréquemment pour qu'il ne crame pas. L'activité est certes pénible, mais pas question pour ces femmes d'abandonner. De cette activité, elles y font du profit. Souvent, je commande 3 sacs, 4 sacs, et puis ça vient ici. Donc, les gens viennent ici, je vends avec eux, 3 à 200. Je peux acheter pour 10 000 francs dans la journée. Souvent, c'est pas facile, mais comme on mange dedans, on fait avec. Le maïs grillé est un produit bien prisé par les consommateurs qui ne s'en privent surtout pas. J'ai pris ça pour aller griller, pour que avec toute la famille on puisse consommer. Il faut profiter au maximum, c'est la période. Donc à chaque fois qu'on a en tout cas l'occasion, on s'arrête, particulièrement chez elle. Quand je reviens de la ville, je m'arrête et puis je m'approvisionne. Avec un maïs grillé de 150 francs, je remplis mon ventre. Souvent, il peut même remplacer le repas de midi quand les temps sont durs. La vente de maïs frais est une activité florissante en cette période de l'année. Un véritable business qui permet aux différents acteurs de la chaîne de faire de bonnes affaires. Je rends grâce à Dieu. Avec cette activité, je me fais beaucoup d'argent. Les sacs que vous voyez là, ce sont des clientes qui ont commandé. Alors là, elles doivent s'impatienter. Il y a des gens qui viennent beaucoup, elles amènent beaucoup, et puis il y a des autres qui prennent. Et puis moi, je prenais avec le 3e tas maintenant. Donc c'est pour cela, par exemple, si le premier tas c'est 10 000, le deuxième tas c'est 12 500. Et moi, ça va être 20 000 maintenant. En attendant la fin de cette saison de maïs, vendeurs et vendeuses se frottent déjà les mains. Les consommateurs, eux, n'entendent pas non plus bouder ces moments de plaisir de la bouche. D'autres spéculations sont en expérimentation pour une culture de contre-saison. Il s'agit notamment du domaine de la maraîchiculture. L'expérience est portée par l'Agrodia, l'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles. Pour une vulgarisation de la dite expérience, elle a organisé ce 10 septembre une sortie terrain à Samandeni avec des producteurs agricoles. Le témoignage d'Hassan Gourabou et Karim Assissé. De la tomate, du poivron et de l'oignon. Ce sont là des produits maraîchers cultivés en pleine saison pluvieuse dans ce centre de transfert des technologies agricoles de Samandeni. Une expérience menée par l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina, Agrodia. Il s'agit de montrer aux producteurs
qu'il existe bien des variétés de produits maraîchers qui peuvent être cultivés pendant la campagne humide. Je suis un distributeur des intrants. Donc avec cette expérience, les variétés que je reçois dans mon magasin, il faut les tester sur le terrain, avoir des résultats pour pouvoir vendre avec les producteurs. Vous savez, il y a des semences période l'hivernage et il y a des semences période saison 16. Il faut connaître tout ça, il faut vulgariser tout ça près des producteurs. Les visiteurs du jour ont pu constater et apprécier le comportement, la résistance et la productivité des différentes spéculations mises en valeur. Une expérience qui a convaincu plus d'un. Le travail, nous l'apprécions positivement parce que les résultats sont palpables. Tous ceux qui sont là ont vu ce qui se passe et ont vu ce qu'il y a comme résultat. Et déjà, voilà pourquoi je dis nous pouvons parler avec les collaborateurs et avec les producteurs, les conseiller sur ce qu'il faut faire en saison hivernale pour avoir assez de produits. Et c'est vraiment très satisfaisant. C'est là qu'il faut féliciter les agents d'encadrement et Agrodia qui a financé ce centre d'innovation. À travers ces formations, nous devrons rassurer maintenant la disponibilité pour permettre à nos producteurs de se servir de ça et d'utiliser ces bonnes pratiques aussi pour améliorer notre agriculture. L'adoption de la culture de ces nouvelles variétés de spéculation par les producteurs permettra désormais d'avoir les produits maraîchers en toute saison sur le marché burkinabé. Nous nous rendons à présent dans le village de Gunguin, dans le centre-ouest. Et là, nous faisons connaissance avec Issa Bonkungu, jeune soudeur tirant profit de l'électrification rurale. Il emploie à ce jour 4 personnes et s'illustre comme une référence dans son village. Zoom sur son activité avec Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Découper, scier et souder. Des gestes quotidiens pour Issa Bonkungu. Hier, apprenti soudeur à Fada, Issa est aujourd'hui jeune patron dans son Gunguin natal, dans le centre-ouest. Son histoire avec la soudure remonte il y a 6 ans. Ça fait 9 mois maintenant que je suis ici. Quand le début, je pouvais gagner le bénéfice à 50 000 francs comme ça. Si aujourd'hui, Issa est installé dans son village, c'est grâce à l'arrivée récente de l'électricité. L'atelier de Issa Bonkungu ne désemplit pas. Entre réparation et confection de nouvelles fenêtres et de portes, le désormais patron de cet atelier fait de bonnes affaires. Mais des difficultés ne manquent pas. Maintenant, il n'y a plus de travail, il y a beaucoup de coupures. Donc, pour pouvoir gagner l'argent pour payer les factures, là même, ce sont des problèmes maintenant. Parce qu'il y a 3 postes de soudés qui sont déjà gâtés. Des contraintes qui n'affectent pas sa détermination, sa volonté de réussir, être un modèle pour impacter sa génération. Et pour commencer, il emploie à 25 ans 4 personnes dans sa jeune entreprise. C'est parce que le travail n'avance pas. Mais je veux que s'il y aura le courant pour nous, je vais augmenter mon atelier pour que d'autres personnes apprennent avec moi et que aussi ils vont réussir après. Ici, on s'active pour respecter les rendez-vous. C'est notre marque de fabrique, nous confie Issa, qui envisage agrandir son atelier situé sur le tronçon Saboutita sur la nationale numéro 1. Nouvelle annonce également en titre, la paix de retour entre les coutumiers du royaume d'Obiré et la communauté protestante de l'Oropénie. On se souvient encore de ce conflit ayant conduit à la détention du monarque Gan et à la destruction de 12 églises. Eh bien aujourd'hui, ces événements relèvent du passé avec une réconciliation marquée par la reconstruction des 10 bâtiments. Le constat d'Elvis Tuina et Lambert Assoma. Poignée de main entre les responsables de la communauté protestante, le monarque Gan et divers autres acteurs. Ce geste marque la fin de la crise qui a secoué ces 2 communautés en avril dernier. C'est à Obiré, capitale du royaume Gan, que cette première phase se déroule. Tout ce qui s'est passé cette journée est une journée vraiment mémorable. C'est la réconciliation. Et lui, en tant que roi, il est roi de tout le monde. Et que tu sois protestant, musulman, coutumier, il est roi de tout le monde. Et il ne va jamais faire de différence entre ces sujets. Il va toujours les accepter.
Un comité de réconciliation est à la manœuvre pour le retour de la paix entre les communautés. On fume désormais le calumet de la paix. C'est dans la communication qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes et non dans la violence. C'est pour vous démontrer que toutes les communautés, toutes les religions s'équivalent. Toutes les religions du Burkina Faso doivent se respecter mutuellement. Nous revenons de loin et grande est ma joie de savoir que aujourd'hui, je pense que le monde ne pourra plus nous indexer et dire que dans la région du Sud-Ouest, nous ne nous entendons pas. Nous avons réussi à nous entendre. Autre acte majeur de cette journée de réconciliation, c'est la pose de la première pierre de la reconstruction des 12 églises saccagées il y a quelques mois. Nous avons pu mobiliser une somme de 60 millions pour la reconstruction des lieux de culte sur les 100 millions que nous avons évalués. Nous avons fait une évaluation de lieux de culte de l'Europénie ici, ça fait juste un peu plus de 18 millions. Donc nous avons reçu la totalité des 18 millions pour la reconstruction. Pour Logonso, c'est un lieu de culte d'une valeur de 20 millions. Ce sont tous ces efforts allant dans le sens de la paix retrouvée que le gouverneur de la région du Sud-Ouest est venu saluer. Chacune de ces communautés a certainement fait preuve de sagesse, de dépassement de soi. C'est en cela que je voudrais, au nom vraiment du gouvernement, dire merci au roi Gan, également merci à toute la communauté protestante et évangélique pour les efforts, pour les sacrifices, pour le dépassement de soi, pour la preuve de la sagesse dont toutes ces personnes ont fait preuve. Les parents plaisanteries, ressortissants de la région des Cascades, n'ont pas boudé cet événement. Aux deux communautés, ils ont apporté leur bénédiction et autres soutiens. Du glamour, du chic et tout ceci mis en exergue par du Coco d'Onda et du Faso d'Anfani. Vous l'aurez compris, on parle de mode avec la première édition des soirées Fashion et Life. Elle est impulsée par la première dame avec une tribune de démonstration de savoir-faire aux créateurs burkinabés. La première est intervenue ce 12 septembre. Détail de la soirée avec Césaire Carrefour et Aimé Solange Guigma. Ils sont 23 stylistes à éblouir le podium de la soirée Fashion et Live avec leurs créations sur le pagne Coco d'Onda et le Faso d'Anfani. Des créations montrées en 4 tableaux qui vont du traditionnel au glamour en passant par le chic et la tendance. C'est une tribune initiée par ses créateurs pour permettre à la mode burkinabé de rayonner malgré le contexte du Covid-19. C'est de permettre aux créateurs d'avoir un forum où on peut s'exprimer en fait. C'est pour nous permettre de nous exprimer à travers nos créations et aussi pour prouver au monde entier que, étant chez nous ici au Burkina Faso, nous pouvons porter nos habits faits par des Burkinabés pour des Burkinabés exportables dans toute l'Afrique et dans le monde entier. La gamme de stylistes qui a défilé révèle encore une fois combien le Burkina est rempli de talent. Et j'ai compris que cette période aussi de Covid a été une période de très grande inspiration, évidemment, pour ces acteurs. Je crois que nous allons mieux nous organiser pour aller maintenant, je le disais à Madame la Première Dame, plutôt à la conquête du marché africain. Ce sont donc des créations qui constituent la preuve de la résilience de la mode burkinabé face au coronavirus. La soirée Fashion et Live a été rendue possible grâce à l'appui de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré. Je suis époustouflée parce que vraiment nos artistes ont du talent. Et vraiment, je suis tellement heureuse du travail qui a été réalisé que je souhaite que, comme l'a dit quelqu'un, qu'on puisse vraiment aller de l'avant dans cette aventure, que ça ne s'arrête pas en si bon chemin et qu'on puisse mettre nos énergies pour les accompagner. Des prestations d'artistes musiciens ont également ponctué cette soirée dédiée à la mode made in Burkina.
En sport et en bref, Bertrand Traoré est sur le point de faire un comeback en Angleterre. Formé à Chelsea, l'international burkinabé en délicatesse avec son club, l'Olympique Lyonnais, a décidé de partir et c'est le club d'Aston Villa qui est sur le coup. Aujourd'hui, un accord de principe sur le montant de 20,5 millions d'euros a été trouvé entre Aston Villa et l'Olympique Lyonnais. Il devient ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du football burkinabé. Et si Aston Villa et Lyon sont tombés d'accord, il reste néanmoins quelques détails à régler sur le contrat de l'international avec son futur club. Bertrand, qui se trouve d'ailleurs à Lyon, se rendra demain au Danemark pour la traditionnelle visite médicale. A signaler que son ancien club Chelsea a également des envies de rapatrier son enfant prodigue. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous d'être restés en notre compagnie durant toute cette semaine. Demain aux 20h, vous retrouverez Jean-Emmanuel Ouedraogo. En attendant, l'information revient à 23h avec Mounira Kéré. Moi, je vous dis à très bientôt. Dieu voulant. Bonsoir.